Vulgarisation, journalisme, illustration, médiation, etc. Simple, c'est à chaque épisode des portraits de personnes qui exercent ces métiers, qui communiquent la science ou permettent aux scientifiques de la communiquer et de la rendre simple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Camille Vandel, journaliste scientifique et dessinatrice. Bonjour Camille. Bonjour. Quand je dis journaliste scientifique et dessinatrice, on s'imagine un peu ce que tu fais, mais j'aimerais bien que tu nous racontes quel est ton job, ce que tu fais en ce moment. Alors tu fais plein de choses, il y a une actualité en plus, donc je suis très fan dont on va parler. Et puis après on retournera un peu sur ton parcours, etc. Donc ton job de journaliste scientifique et dessinatrice, qu'est-ce que c'est ? Alors aujourd'hui, mon job de journaliste scientifique, c'est pour Sciences & Vie Junior en fait. Ouais. Donc c'est et des articles à l'écrit, ce pourquoi j'étais là au départ, hein, et des planches de BD. Donc avant c'était des planches sur les scientifiques oubliés. Ouais. Et maintenant c'est sur les expériences cheloues du type faire respirer de l'hélium à des alligators. D'accord. Donc c'est à l'écrit et en BD, mais en vrai c'est le même travail quoi. Et c'est payé en pige comme un travail de journaliste. Et donc, c'est le même travail dans le sens où tu fais les mêmes recherches, c'est juste qu'à un moment, tu dessines et à un moment tu dessines pas. Mais, okay. Mais globalement, c'est pareil. Après, pour un article, des fois, je peux passer plus de temps. Et puis, c'est plus cadré. J'ai plus de retours de Sciences & Vie Junior, c'est plus cadré, il y a plus de corrections. Il me laisse plus tranquille sur les planches de BD. Donc ça, c'est la partie plaisir sur le niveau humour peut-être aussi, non ? Ah non, sur les articles, tu peux aller assez loin quand même. Enfin, franchement, moi, l'humour à l'écrit, c'est très cool aussi. Non, je me fais presque plus plaisir sur les articles parce que ils sont sévères pas tant sur les blagues ou quoi que sur les infos. Donc, il y a beaucoup de trucs, puis ils vont toujours améliorer la chose. Donc, ça, c'est la partie vraiment journalisme. Et à côté de ça, qui est plus récent, c'est qu'effectivement, maintenant, je suis dessinatrice aussi. Ouais. Où là, en vrai, c'est le même taf, mais c'est plutôt de la vulga pour les labos, par exemple. C'est plus de la com, au sens où je le fais pour un client, qui est pas impartial, mais c'est exactement le même taf. Je discute avec les chercheurs, j'essaye de comprendre ce qu'ils racontent, et ensuite je traduis en langage humain, et puis j'en fais une BD, quoi. Ok. Plus beaucoup maintenant, j'aime pas conférencière, mais je fais des ateliers et des cours aussi, beaucoup pour les écoles, et ça c'est devenu une grosse part de mon activité quand même. Ouais. Sur les scientifiques oubliés, sur les femmes en sciences en fait. Surtout sur les femmes en sciences, oui. Ouais. Et justement, tu as parlé Les Oubliés de la science, donc tu faisais une BD pour Sciences & Vie Junior, mais ça s'est transformé en bouquin qu'on peut acheter. Ils les ont rassemblés en album il y a 2 ans à peu près. Ils les ont rassemblés en album, les planches qui étaient déjà sorties. Et ensuite, j'avais continué à bosser pour Junior, donc il y a encore pas mal de planches qui sont sorties après, mais qui ne sont pas dans l'album. Donc j'ai encore de quoi faire. Est-ce qu'il y aura un deuxième bouquin ? Alors, c'est en discussion. C'est en discussion. Ça veut dire qu'il faudrait que je produise, comme là, ça n'a plus lieu, les oubliés. Il faut que je produise les planches supplémentaires, de quoi faire un demi-album à peu près. Et là, j'aurai un tome 2. Okay. Sachant que je deviens meilleure en termes de recherche avec le temps. Donc, mes derniers oubliés sont meilleurs que mes premiers. Et ça prend moins de temps aussi, peut-être, non ? Non. Si, un peu. En vrai, c'est plus que tu sais trouver plus d'infos. Donc, en vrai, ça va s'étendre un petit peu en termes de temps. Mais maintenant, j'arrive à trouver des infos quand même mieux, plus facilement. Plus de trucs, et donc j'ai plus de choix dans mes infos. Je peux plus récupérer le croustillant, parce que tu dois laisser beaucoup d'infos de côté, et je dois faire qu'une seule page par oublié. Ouais. Donc une page pour une vie entière, tu dois mettre beaucoup de choses de côté, et avant, je mettais tout ce que je trouvais, puisque je trouvais pas tant de trucs. Maintenant, je trouve beaucoup de choses, et je mets vraiment le meilleur, quoi. Qu'est-ce que t'appelles le meilleur ? C'est quoi les critères ? Alors, ça dépend de la personne. En gros, quand je traite un oublié, donc ça me prend environ 1 mois de soirée de week-end. Parce qu'avant, j'avais un CDI pendant la journée ailleurs, avant. Ouais. Et donc, je sais le temps que ça me prend, je sais que c'est tous les soirs et tous les week-ends d'un mois pour faire un oublié, en gros. Ok. Même si maintenant, je peux le faire en journée. Et en fait, c'est un peu sur les infos que je trouve. Si je trouve beaucoup d'infos personnelles sur la personne, je vais avoir tendance à en mettre. Ça arrive que je trouve rien de perso, juste du pro. Si on n'a pas de témoignages, si j'ai pas des témoignages de collègues, si j'ai pas des transcripts ou des lettres de la personne. Et à ce moment-là, je vais beaucoup plus expliquer la découverte ou l'invention de la personne. Je vais être plus sur l'aspect science, ça dépend un peu ce que je trouve. Et si j'ai de tout, j'essaie de mélanger les deux. Et l'angle, c'est pas mal. Comment est-ce que la situation sociale de la personne et comment sa personnalité ont fait qu'elle a été oubliée alors que elle a fait une découverte intéressante ou une info intéressante. En fait, avoir la bonne idée, c'est pas suffisant. Ouais, faut être là au bon moment en plus. Au bon moment. Alors souvent, les gens pensent souvent au fait que des fois, le monde n'est pas prêt.
Ouais. Mais il y a vraiment pas que ça. Il y a trop de théories à ce moment-là. Il y a t'es une meuf. Il y a t'as pas fait le super stage en Allemagne comme ton concurrent. Enfin, il y a beaucoup de choses différentes qui vont jouer et les caractères aussi potentiellement. Donc c'est un peu ça l'angle. C'est vraiment avoir la bonne idée, c'est pas suffisant. Et toute l'histoire qu'on apprend sur l'histoire des sciences, ça a l'air très logique. Tu fais une super découverte et ensuite peut-être les gens ils ont du mal à l'accepter au début, mais après ça vient et ensuite c'est retenu dans l'histoire. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. Ok, c'est hyper intéressant. Alors, je n'ai pas envie qu'on spoil trop. Je vais mettre le lien en description parce que moi, je l'adore, ta BD. Je l'ai dévorée plusieurs fois. Je la trouve vraiment très, très cool. Et surtout, ce qui est chouette, j'ai bien aimé, c'est que tu as à la fois des hommes, des femmes. Tu as plein de raisons différentes de pourquoi ils sont oubliés ou elles sont oubliées. Pour les femmes, c'est souvent ça, par contre. Pour les femmes, c'est répétitif. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait les hommes. Et en fait, au départ, j'étais pas fan de l'idée, franchement. C'est des gars. Parce que c'est pas comme si on n'avait pas suffisamment de mecs dans notre histoire des sciences, dans ce qu'on apprend à l'école, quoi. Ouais. Pour les femmes, t'as que Marie Curie. Mais ça fait et elle est morte de sa science, donc ça fait pas envie. Mais finalement, c'est pas mal parce que ça permet de varier un peu les raisons et puis de montrer en creux pourquoi. Enfin, ça se permet de souligner pourquoi les femmes se font oublier. Ouais. C'est-à-dire que les hommes, on voit qu'ils peuvent se permettre d'avoir des problèmes de caractère, par exemple, ce qui n'est pas le cas de mes femmes, en fait, pour la plupart. J'ai des gars, ils font une super découverte et en fait, ils vont se faire oublier parce qu'ils ont un syndrome de l'imposture et ils vont pas se mettre en avant. Alors que mes meufs, elles peuvent pas se permettre d'avoir un syndrome de l'imposture parce que comme de toute façon, il y a tellement d'obstacles, elles ont à peine le droit de foutre un orteil dans les universités, tout ça. Elles bossent sans être payées, donc j'en ai beaucoup. Notamment dans les années 30-40, qui sont pas payées du tout. Donc elles sont chercheuses en labo avec des collègues qui sont payés, elles sont juste pas payées. C'est ouf ça. Donc tu peux pas te permettre d'être pauvre et tu peux pas te permettre de pas, d'être timide ou machin. Enfin, elles sont obligées d'être un peu parfaites. Et donc c'est vrai que de fait, en termes de personnalité, mes meufs ont l'air assez parfaites par rapport aux gars. Et contrairement aux apparences, c'est pas parce que les femmes sont plus intelligentes, malgré l'idée générale, mais c'est parce que vraiment toutes celles qui étaient pas parfaites se sont fait écrémer avant. Et n'ont même pas pu arriver au stade de la découverte, voire du diplôme. Alors que les mecs, ils peuvent être pauvres, ils peuvent être complètement mégalos et faire n'importe quoi. J'en ai un, je pense, je suis pas sûre, une phobie administrative. Il a pas rempli son brevet, ce genre de truc. Bon, mais en fait, il a pu arriver quand même au stade de la découverte. Ils ont quand même pu faire leurs études, même s'ils avaient pas trop les moyens ou ils parlaient pas bien la langue, etc. Ils peuvent quand même arriver à ce stade. Juste, ils vont se faire oublier. Que les meufs, elles vont se faire oublier, mais si jamais elles ont le moindre autre, entre guillemets, défaut que d'être une femme, elles arrivent même pas jusqu'au stade de pouvoir faire une découverte, quoi. Ok. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir que la différence de raison pour les hommes et le fait que les femmes souvent se sont fait voler leurs résultats. C'est la même. Bon, écoute, mais et toujours se demander pourquoi ils sont pas là, quoi. Pas se dire oh là là, les hommes ils ont des problèmes de personnalité et pas les femmes, ça veut dire que les femmes sont mieux ou j'en sais rien, un truc comme ça. De dire en fait non, ça veut dire que celles avec des problèmes de personnalité sont pas là. Pourquoi elles sont pas là? Et les mecs qui étaient parfaits en tout et qui avaient toutes les bonnes conditions, c'est les mecs qui sont restés dans l'histoire, quoi. Qui avaient et les sous et le réseau et la bonne personnalité. Mais voir qu'il y avait une personnalité pourrie d'ailleurs, mais. Bon, ça c'est hyper intéressant. Je conseille de lire parce que là on est parti dans un débat. Je pense qu'on pourrait en parler pendant 1 heure. Je conseille de lire cette BD. Moi d'ailleurs c'est comme ça que je t'ai rencontré. Alors juste, je sais plus si on a dit le titre, mais pour la première BD c'est Les Oubliés de la science. Et là, quand on sort ce podcast, il y a une nouvelle BD qui va sortir sur Darwin avec un collègue, c'est ça? C'est ça, oui, avec un collègue journaliste scientifique qui s'appelle Adrien Miqueux. Et donc ça sort le 2. C'est sorti le 2 septembre, donc si vous écoutez ce podcast, normalement il va sortir à peu près à cette date-là, donc n'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien en description. Dans les pantoufles de Darwin, c'est ça? Oui, dans les pantoufles de Darwin, c'est ça. Je vous propose d'attendre un petit peu, on va finir ce podcast et puis à la fin on va parler de ce bouquin où tu vas pouvoir nous teaser, nous raconter plein d'anecdotes sur Darwin. Donc ça va être vraiment marrant, franchement vous n'êtes pas prêts. Ouais, vous n'êtes pas prêts. Moi, je ne suis pas prête, je crois non plus. Donc, restez jusqu'à la fin pour avoir plus d'infos sur Darwin. Là, pour l'instant, on va parler de Camille et on gardera ça pour la fin. Très bien. Alors, ton job, maintenant, on voit bien. Franchement, n'hésitez pas à aller lire ces BD, à aller voir dans Science et Vie Junior. Même si c'est junior, franchement, c'est trop bien. Suive ton compte Insta aussi, je mettrai le lien. En description parce que tu mets plein de trucs dessus. Moi, tu me fais tellement trop rigoler à chaque fois. Petite anecdote aussi, t'es dessinatrice, tu as dessiné mon faire-part. Merci. Ah, oui. Et oui, donc j'ai vu ces dessins, j'étais très fan, donc on est content de nous faire part dessinés par toi. Là, j'en ai fait d'autres depuis.
T'en as fait d'autres depuis, trop bien. Quelques-uns, ouais. On est vraiment très très fan de ce dessin. Donc pour en arriver à journaliste scientifique et dessinatrice, c'est quoi ton parcours? Est-ce que t'as été un parcours plutôt classique? Est-ce que t'as fait plutôt... Parce que journaliste scientifique, c'est un parcours, dessinatrice, est-ce que t'as fait ça à l'école? Enfin, raconte un peu comment t'en es arrivé là. Est-ce que t'as toujours dessiné? Moi, j'appelle ça les dessinateurs. Ouais, moi j'appelle ça un super pouvoir, tu vois, parce que je dessine très mal et je vois les gens qui dessinent, je suis là, oh, c'est magique, comment tu fais? Ah ouais, bah non, mais comme tous les dessinateurs, tu dessines petit et il y a ceux qui s'arrêtent et il y a ceux qui s'arrêtent pas, quoi. Ouais. C'est toujours un peu la même réponse. Mais oui, non, non, moi je voulais vraiment faire des sciences, je voulais être médecin au départ. D'accord. Médecin-chercheur. Ouais. Donc j'ai fait mon parcours comme ça, j'ai fait S, j'ai tout fait. Depuis petite, je voulais faire ça. Ouais. Donc j'ai fait S, j'ai fait une première année de médecine, je me suis viandée, ensuite je suis partie en bio pour faire la même chose, pour faire de la recherche en fait médicale. Ouais. Donc ça m'a pas changé beaucoup. Et donc une licence de bio assez généraliste du style on dissèque des vers de terre quoi. Ouais. Et puis après un master en biologie moléculaire et cellulaire avec une spécialité en immunologie. D'accord. À Strasbourg. Et là j'avoue j'ai roté du sang, genre en termes de niveau. J'ai discuté depuis avec d'autres gens qui avaient fait ce master-là et c'est pas moi. Enfin, de toute façon, je voyais bien les autres élèves dans ma classe, mais apparemment, le niveau, il est assez hardcore quand même. Ok. C'était beaucoup de boulot. Donc, vraiment, ça a été assez dur. Et en sortant, en fait, comme beaucoup de gens, on t'a parlé que de faire une thèse et tu sais pas forcément quoi faire après une thèse. Ouais. Et on nous avait parlé de rien parce que les gens qui bossaient là-bas faisaient des thèses. Ouais. Et c'est un collègue, enfin, un mec de ma classe qui m'a dit, tiens... des fois, on devait faire des restitutions d'articles, en fait. Tu lis un article et puis tu dois l'expliquer aux autres. C'est pas vraiment de la vulga au sens où c'est d'autres gens qui sont au même niveau que toi, mais par contre, ils ont pas lu cet article de recherche. Donc, c'est une forme de mini-conf. Et il a dit, tu fais ça très bien. Est-ce que tu connais journaliste scientifique? Et j'ai juste googlisé ça, en fait. Ouais. Et vraiment, ce mec, c'est grâce à lui. Enfin, genre, franchement, s'il avait pas existé, s'il avait pas sorti cette phrase, mais j'en serais tellement pas là où je suis. C'est quoi son prénom? Il s'appelait Nicolas. Merci Nicolas, il se reconnaîtra. Écoute, s'il écoute. C'est fou. Et j'ai googlisé journaliste scientifique et il se trouve qu'au départ, je suis de Lille et que la première école qui est sortie, c'est l'École supérieure de journalisme de Lille. Ouais. Je savais pas que c'était la meilleure école de France à ce moment-là en termes de réputation. Pas du tout parce qu'en fait, je connais personne de ce milieu-là. Je connais que des informaticiens, des ingénieurs et des scientifiques. Donc, mais comme c'était à Lille, ça me permettait de rentrer chez moi. Donc, j'ai postulé là. Sans plan B, ce qui est très rare de ma part, mais vraiment, j'avais pas d'autre idée. Ouais. Donc, c'était vraiment YOLO. Donc, j'ai passé les examens de l'ESJ pour la section journaliste scientifique, où ils prennent des scientifiques avec minimum un niveau Master 1. D'accord. Pour les former au journalisme pendant 1 an. Okay. C'est-à-dire que c'est un truc en 1 an, donc c'est pas mal un peu de reconversion, entre guillemets. Ouais. Parce que c'est plus simple de former des scientifiques au journalisme que des journalistes aux sciences. Ouais, oui. Ça n'existe plus tel quel. Donc, c'est plus quelque chose que je peux conseiller. La formation telle quelle n'existe plus. Et pas avec ce processus de sélection, mais bref. Donc, voilà. J'ai passé les examens. Je me suis retrouvée là-bas. Et c'était la meilleure année de ma vie. Vraiment génial. J'avais toujours été semi-mauvaise. En sciences, je suis pas excellente. J'ai une mauvaise mémoire et tout. Scolairement, je suis pas un cancre du tout. Je travaille énormément. Mais force est de constater que je suis pas naturellement douée du tout. D'accord. Donc, j'ai bien galéré pendant des années. Et là, vraiment, en arrivant là, tout d'un coup, j'étais forte à ce que je faisais. Genre vraiment, j'étais pas dernière de classe pour une des premières fois de ma vie. Ouais. J'avais pas besoin de travailler 1000 fois plus que les autres pour avoir vaguement la moyenne. Incroyable, quoi. Ouais. Et je me suis beaucoup amusée. Ma promo était super. C'est là où j'ai rencontré Adrien Miqueux, du coup, et pas mal d'autres collègues qui sont toujours des amis. D'accord. On était 15 de spécialités différentes, donc c'est très cool. Et c'est un peu, t'as trouvé ta place en fait. Non, j'ai l'impression que ça fait ça. Tu sais, quand d'un coup, toutes les planètes s'alignent, tu fais, en fait, c'est exactement ce que j'étais censée faire. Bah, un peu a posteriori en fait. C'est plutôt genre, tu découvres un truc, tu savais pas que t'étais bon. Je sais pas, genre tu fais un machin, et tu le fais, et apparemment c'est bon. Et les profs disent que c'est bon, même ceux qui sont exigeants, tu vois. Alors, pas bonne en tout. Après, je peux pas faire de la vulgarisation non plus n'importe comment. Je me suis rendu compte que j'étais bonne en vulgarisation marrante, pour le grand public. Ouais. Faire de la vulga très sérieuse, par exemple pour des médecins. À un moment, j'ai fait un stage chez Quotidien du médecin. Ouais. Oh, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel ce que je fais. Ouais, je pense. t'aimes pas quoi. Ouais, mais. Bah, c'est pas que j'aime pas, c'est que le résultat est pas forcément bon. Pas bon, quoi. On peut aimer des trucs et pas être bon. Et on peut être très bon à des trucs et détester. Hein. Il y a des gens qui sont bons en tout, qui sont très bons scolairement, qui n'aiment pas ça. Moi, j'aimais beaucoup les sciences, j'étais une quiche, hein, donc c'est pas toujours lié. Donc bon, mais je m'en rends presque compte a posteriori maintenant que j'étais vraiment directe, pas mauvaise. Sur le moment, je crois que j'étais trop surprise pour me rendre compte. Ouais.
Et puis, personne s'attendait à ce qu'on soit bon, parce qu'en fait, t'as pas fait de vulga avant. Et ça, c'est pareil. Ouais. C'est que tout le monde est au même niveau. T'arrives, t'as écrit que des articles scientifiques. Ouais. C'est de l'écriture qui est chiante, en fait. Ouais. Tu sais pas écrire. Donc, tout le monde arrive, personne sait écrire. On t'apprend en s'attendant à ce que tu saches pas écrire. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal. C'est un peu une remise à zéro. Et donc, pendant qu'on était là-bas, ils nous ont mis à des stages. Ils ont des places réservées. Ça, c'est très pratique. Ouais. Donc, je me suis retrouvée au quotidien du médecin, au Figaro Santé. Ok. Ce qui était des trucs d'écriture très différents. Figaro Santé, qui est très différent de la ligne du Figaro. C'est vraiment un espèce d'îlot un peu particulier dans le Figaro. Donc, ils sont très bons. Enfin, de ceux que j'ai vus qui étaient là à l'époque, je les ai vus bosser. Vraiment, maintenant, je sais que c'est du très bon travail là-bas. Figaro Santé, en termes de fact-checking, ils sont très bons. Et donc, du coup, tu as fait quotidien du médecin, Figaro Santé. Tu as fait Et quoi Sciences et Vie Junior. Et Sciences et Vie Junior. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es à Sciences et Vie Junior? J'ai fait mon stage en 2017, je pense. Ok, donc ça va faire 7 ans. À peu près, ouais. Ok. 7-8 ans, ouais, 7 ans. 7 ans. Et du coup, dans tout ça, ta première vraie expérience de médiation, de vulgarisation, c'était pendant ton stage ou c'était avant? Bah, c'est avant. En fait, ils ont fait un truc assez cool. Assez cool. En fait, c'était assez tenvex, mais en vrai, c'était cool. Au tout début de la formation, ils avaient fait un partenariat. Alors, je crois que c'est avec le CNRS. Ouais. Pour un forum du CNRS. Et en fait, il fallait faire un espèce de mini-journal. D'accord. Et donc, on a dû élire un rédac-chef. Ah ouais. On a dû se donner des postes, donc les SR, les secrétaires de rédaction, qui font les corrections et les reformulations, les différents postes qu'il y a dans un journal, et s'organiser entre nous. Ouais. Mais c'était au tout début de l'année. Donc, en fait, vraiment, limite, dès septembre, ouais. Tu te retrouves plongé dans le bain à devoir faire un truc, faire une rédaction. Ouais. Et pour des gens qui l'ont jamais fait avant, on n'avait pas tenu le journal de l'école quand on était en sciences. Et finalement, c'était très cool. Et donc, c'est la première fois que j'ai dû faire de la vulga. C'était un article sur l'impression 3D, biologique, en fait. Ouais. Donc, imprimer des oreilles en 3D, ce genre de truc. Ouais. Et j'avais fait avec un dialogue entre un coiffeur et quelqu'un, en fait, je sais pas, un coiffeur qui dit, mais si jamais je vous coupe une oreille, je sais pas quoi, puis ils font des blagues de cheveux, je sais plus, des blagues de coiffeur. Et c'était très, voilà, en visant vraiment le grand public. Et j'avais beaucoup aimé pouvoir mettre un truc décalé avec de l'humour. Ouais. Et je crois que j'avais fait un dessin pour illustrer à l'époque. Et donc, c'était la toute première fois où vraiment tu fais de la vulga. Alors que tu viens d'arriver, limite, t'as pas encore appris. Ouais, de t'apprendre en faisant, en fait. Voilà. Et en plus, après, quand il y a des cours, t'as déjà compris quelles allaient être les difficultés. Donc, c'est très chouette. Ouais, finalement. C'est pas mal. Ouais, t'es jeté dans l'eau. Alors, c'est un petit peu, tu sais, le même où tu jettes les bébés dans l'eau, puis t'en as qui coulent et tout. Personne n'a coulé, heureusement. Mais c'était très chouette. Ils nous ont jetés à l'eau pour voir si on flottait et on a flotté. Donc, c'est bien. Pas mal. Et effectivement, tu continues bien de flotter depuis quelques années. Ton meilleur souvenir, c'est quoi? Oh là. Alors, c'est dur, hein. T'as le droit à 2 si jamais t'as besoin d'un bonus. La première fois que j'ai une planche publiée chez Sciences et Vie Junior. Ah, ça doit être ouf, ça. Ouais, parce que Sciences et Vie Junior, je le lisais quand j'étais petite. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a fait aimer les sciences, pas les cours. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait retenir des trucs. Le peu que j'ai retenu en sciences, c'est les articles de Junior. Genre la matière et l'antimatière avec des chevaliers blancs et noirs qui se battent. Ça, c'est comme ça qu'il faut me parler, moi. Ouais. Vraiment. Genre, sinon, je retiens pas, quoi. Est-ce que tu t'es dit, du coup, que t'étais peut-être en train de marquer les mémoires de petits... Non, vraiment. Non. Pas à ce point-là. J'étais pas sûre que c'était... Enfin, je savais pas si c'était bien ce que je faisais. Ouais. Ma planche pour Junior, c'est la première planche de BD de mon existence. Avant, c'est quoi? C'est la planche sur Lise Meitner. Ok. C'est la planche... Ouais, qui est une physicienne oubliée. Donc c'est la fission nucléaire. Un mec a eu le Nobel à sa place, tout ça. Il y a des histoires de nazis là-dedans aussi. Et en fait, c'est un prototype. Sciences et Vie Junior m'avait demandé... En fait, je travaillais pour eux à l'écrit, je fais des articles à l'écrit. En fait, pendant mon stage, ça s'est très bien passé et ils m'ont fait faire des vrais articles après, ce qui est rare. Et même pendant mon stage, j'ai pu faire un vrai article, ça c'est rare. Et ils m'ont dit, mais ton style, il est impec le nôtre. Genre vraiment, on dirait que t'as déjà bossé chez nous avant. Donc, c'est les premiers vrais compliments que j'ai eus. Et après un certain temps à écrire pour eux, ils m'ont dit, tiens, il paraît que tu dessines, on a une place qui se libère. Est-ce que tu saurais faire une page de BD sur des scientifiques oubliés? Donc c'était une commande. Ils voulaient parler des scientifiques oubliés, un mois un homme, un mois une femme. Ils m'ont pas donné les noms de scientifiques. Donc j'avais toute liberté. Voilà, je savais pas, est-ce que tu fais sur toute leur vie? Est-ce que tu fais chronologique ou juste sur une anecdote de leur vie? Enfin, j'avais aucune consigne. Et ils m'ont dit, est-ce que tu saurais faire ça? Donc j'ai dit oui, alors que c'était pas vrai. J'avais jamais fait de planche de ma vie. Ouais. Et ça va revenir un peu dans mes conseils. Genre, en vrai, si j'avais pas réussi, il se serait rien passé. Ils avaient des gens, ils s'y prenaient suffisamment à l'avance. Ils avaient des gens en vue, des vrais pros pour le faire, si ça n'allait pas. Donc, ça valait le coup de dire oui. Alors que c'était faux. En vrai, j'avais jamais fait de planche avant, je savais même pas. Heureusement, j'avais une tablette depuis peu, mais je savais même pas, genre, quelle couleur tu fais, combien de cases tu fais, aucune idée.
Ok, mais tu t'es lancée. Je me suis lancée, j'ai fait un prototype, pareil, j'ai un peu bossé avec Adrien Miqueux parce qu'il se trouve qu'il dessine aussi. Et donc, comme on est dans la même promo et qu'on dessinait tous les deux, on s'est appris des trucs, quoi. Ouais. Donc bon, j'ai fait ce prototype-là que j'ai proposé. Il y a eu quelques allers-retours pour ajuster des trucs, mais pas grand-chose finalement, plus des trucs de format. Et en fait, c'est paru. Et j'étais sur le cul que ça paraisse, quoi. Ouais, trop bien. Je dessinais juste mes profs dans les marges de cours avant. C'est passé de là à une planche publiée, tu vois. Donc je m'imaginais pas, j'étais pas en train de me dire oh là là, est-ce que ça va marquer les lecteurs. J'étais à quel moment ils vont se rendre compte qu'en fait c'est de la merde. Est-ce qu'ils vont m'arrêter? Est-ce qu'ils continuent? Genre après, pour les mois suivants, quand ils ont continué à publier, est-ce qu'ils me publient par politesse? Genre, ou est-ce que ils peuvent pas changer leur maquette, tu vois? Est-ce qu'ils peuvent pas revenir en arrière ou ils pas? Sont coincés. Bah oui, c'est sûr. Et après, je me suis rendu compte que non. En fait, s'ils aimaient pas un truc, j'ai vu, ils ont arrêté des trucs. Donc, bizarrement, au départ, c'était genre, visiblement, ça continue, mais je partais du principe que chaque mois, ça pouvait s'arrêter. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, apparemment, ça allait. Ça allait, bah oui, carrément. Voilà. Et puis quand on voit ton bouquin, c'est vraiment cool. Ouais. Et est-ce qu'il y a une partie justement que tu préfères dans ton boulot? Est-ce que c'est la recherche, le geekage avant où tu réfléchis? Est-ce que c'est dessiner justement? Est-ce que les recherches, ça me fait pleurer. Ils nous disaient souvent que chez les journalistes scientifiques, il y a ceux qui aiment chercher, il y a ceux qui aiment écrire. Moi, clairement, j'aime écrire. La recherche, en fait, ça me stresse parce que j'ai pas de formation en dessin. Donc, si mon dessin est mauvais, j'ai aucune fierté à défendre. Ouais. Mon dessin, il est pas terrible, mais mes perspectives, elles sont merdiques. Alors, on me dit que mon dessin, il est bien. Mais disons qu'un vrai dessinateur, il voit que j'ai pas fait d'école. Mais sinon, apparemment, le dessin est bien, il est dynamique. Ok. Mais j'ai pas de fierté à défendre, mais par contre, j'ai une formation et en sciences et en journalisme. Donc, si jamais je mets une info qui est erronée, là, j'ai les boules, vraiment. Genre, ma grande peur, c'est qu'on m'écrive pour me dire, mais là, vous avez mis une bêtise. Ouais. Donc, en fait, l'ennui, c'est que t'as l'impression que t'as jamais assez suffisamment vérifié. Il y a pas un moment où ça s'arrête. Ouais, non. C'est bon, t'as la bonne info, tu sais jamais. Ouais. Donc en fait, c'est le problème où tu risques le perfectionnisme. Ouais. Et tu sors jamais rien en fait. Voilà. Alors qu'en dessin, j'ai pas ce problème. Souvent, c'est le problème des dessinateurs. T'as l'impression que c'est jamais assez bien. Si tu passes plus de temps, le dessin sera toujours meilleur. Moi, c'est pas mon cas. En dessin, j'arrive vraiment à m'arrêter. Ça va, ça marche. Voilà. Non, c'est vraiment comme ça. C'est si ça fonctionne, je m'arrête. Tu vois, genre ça va, ça marche, ça fait rigoler, on s'arrête là. Ok. Par contre, en recherche, je sais que j'ai tellement peur d'être prise en défaut que c'est douloureux de faire les recherches. Du coup, la partie que tu préfères dans ton taf, c'est plutôt l'écriture. C'est l'écriture. Les recherches, ça va. S'il s'agit d'interviewer un chercheur, à ce moment-là, il me donne toutes les infos, je considère qu'elles sont vérifiées, tout va bien. Si c'est pas un sujet à controverse. Donc, c'est ce que je préfère. Le chercheur te donne les infos. Mais la partie écriture, notamment écriture vraiment à l'écrit, quoi. Genre, trouver un gimmick marrant. Genre là, j'avais un article à faire sur des champignons carnivores qui capturent des vers de terre. Bon, du moment où j'ai trouvé que j'allais le faire du point de vue The Last of Us avec Pedro le Vert qui doit échapper en mode attaque de zombies, avec tous les clichés, du moment où j'ai su ça, c'était bon. Et là, ça allait être fun, tu vois. De trouver les clichés de « Oh non, j'ai vu toute ma famille disparaître. J'ai une personne de mon groupe de survivants qui s'est fait attraper. Est-ce qu'on l'achève ou est-ce qu'on part sans l'achever ?» Tu vois, ce genre de truc. Et où tu vas appliquer ça à des vers et en mettant dedans des infos qui sont justes en sciences. Et ça, c'est marrant. Ça, c'est vraiment marrant. Et plus le sujet a l'air ennuyeux, plus c'est marrant à faire. Parce que du coup, tu essaies de trouver un angle rigolo. Tu dois trouver un angle marrant et qui va fonctionner en termes de métaphore. Là, j'ai dû vulgariser un labo de maths. J'ai trouvé la métaphore de fabriquer une voiture de course pour comment ils conçoivent une formule. Et une fois que tu l'as et que le chercheur te dit « Mais en fait, c'est une bonne métaphore », là, c'est marrant. Tu te fais plaisir. Tu commences à faire des trucs dans tous les sens, des effets de style, toujours en restant efficace. Faut pas écrire pour que ce soit joli. Mais l'écriture marrante et efficace, ça, c'est vraiment un truc que j'aime chez Sciences & Vie Junior et que je peux pas faire à beaucoup d'autres endroits, en vrai. Que t'as fait dans tes BD, du coup, mais oui, c'était dans mes BD. Sciences & Vie Junior, quoi. Il y a la Fondation pour la Recherche qui me fait vulgariser leurs recherches. Les BD sont accessibles en ligne, d'ailleurs. Vous tapez FRM, je mettrai BD, le lien. Je vais mettre le lien. C'est tout accessible en ligne et c'est des strips courts de 18 cases. Et là, c'est ça. Il me file un chercheur. Ah, mais oui, mais tu m'as fait trop rire, d'ailleurs. C'était sur quoi j'avais vu? Alors, il y a le bébé qui mange des nanoparticules, là. C'est ça. Avec Titanic, j'ai appelé ça. J'hésitais avec Attack on Titan, parce que c'est des bébés pleins de nanoparticules de titane, j'ai des rats dépressifs, et j'avais la femme enceinte au secours des grands brûlés. C'est ça qui m'avait fait mourir de rire, la femme enceinte. Elle était vraiment très très bien, celle-là aussi. Ils m'ont laissé mettre l'expression la peau du cul. Donc ça, c'est toujours important pour moi. Genre les trucs comme ça. De pouvoir t'exprimer un peu comme tu veux, quoi. Oui, tant que ça reste efficace. Après, je suis toujours rassurée par les corrections, notamment le junior, parce qu'elles sont très efficaces, très bonnes.
Et je suis prête à censurer. Si on n'a pas droit aux gros mots, si c'est pour les gosses, c'est pour les gosses. Oui. Si on m'autorise les gros mots, c'est bien, j'aime bien. Mais tant qu'on m'autorise l'humour, tout va bien. Je mettrai les liens pour découvrir ces BD qui sont vraiment chouettes. De toute façon, la description sera pleine de liens. Imaginons, parce que là, on a parlé beaucoup BD, imaginons, demain, je te donne 0 contrainte. Que ce soit d'argent, que ce soit de tout, en fait. Quel est le projet que tu aimerais tester? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais tester? J'ai jamais fait de terrain, en fait. Donc moi, ce que j'aimerais pas mal, c'est faire du terrain au sens... genre, on m'envoie dans une expédition de scientifiques qui vont voir des baleines, tu vois, un truc comme ça. Genre, voir des animaux, je peux aller dans la jungle, j'en sais rien. Ouais. Ce que font pas mal de youtubeurs, en fait, mais que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Voilà. Ouais. Que moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire, parce que souvent, les journaux t'envoient pas... Si tu peux le faire à distance, ils vont te le faire à distance. Oui. Ouais. Donc, j'aimerais beaucoup faire ça et pouvoir en faire un truc dessiné, en fait. Une espèce de rendu dessiné, mais à partir de terrain. Parce que la partie terrain, j'ai jamais pu. Ouais. Donc, finalement, en dessin, j'ai pas mal de liberté, puisque, de toute façon, si je veux faire les dessins que je veux, je les mets sur mon Insta. Donc, je peux dessiner sans aucune contrainte. Donc, ça, c'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème du tout, mais c'est plutôt pouvoir faire du terrain sans être un touriste et sans faire de mal aux animaux et sans prendre de risques pour l'écosystème. Donc pour ça, je préfère aller avec des scientifiques et avec une vraie expédition qui fait un truc utile, quoi. Donc écoutez, ça, j'aimerais beaucoup. Si vous êtes une expédition et que vous écoutez... vous allez voir les hiboux, n'importe quoi, les chauves-souris, des plantes, n'importe quel truc. Mais il y a plein de trucs. C'est vrai qu'il y a plein de youtubeurs qui suivent, youtubeuses d'ailleurs. Donc ok, petit appel si jamais vous êtes une expédition. Prenez Camille dans vos sacs à dos. De toute façon, ce que je ferai, faire du reportage dessiné. Mais ouais, je mettrai les liens pour te joindre. Donc ton compte Insta, etc. Comme ça, si jamais il y a des gens qui veulent te proposer une expédition, ça serait vraiment trop bien. Donc c'est ça que tu aimerais tester, vraiment terrain, dessiner sur place ou prendre des notes sur ce qui se passe et après dessiner, un peu les deux? Un peu les deux. Après, pour un dessin vraiment propre, c'est sûr qu'il faut attendre que je sois rentrée. Oui. Mais si je prends photo plus croquis, de toute façon, comme j'ai une mauvaise mémoire, dans ma prise de notes, il y a des croquis de toute façon pour me rappeler les agencements. Je sais pas, la personne était à tel endroit, elle a dit tel truc. Ouais. De toute façon, il y a des croquis un peu en mode bonhomme bâton dans tous mes carnets de notes. Mais c'est même dans mes notes de journaliste, c'est très pratique. Ouais. Donc ce serait vraiment chouette parce que ça c'est un truc que je peux pas faire toute seule. Contrairement au dessin où en vrai que tu peux faire comme tu sais sur ton compte Insta. Voilà. Depuis qu'il y a Instagram et depuis qu'il y a des médias comme ça, on n'a plus besoin complètement d'un éditeur pour avoir un public. Ouais. Donc si tu veux vraiment faire ce que tu veux, si tu veux pas être payé, oui, c'est ça que j'allais dire. Voilà, c'est ça. Non, l'argent c'est bien. Et puis le format BD papier, moi j'adore, c'est mieux. Ouais. Mais bon, si je voulais faire n'importe quel dessin, écoute, fais quoi. Voilà, c'est un des rares trucs que tu peux faire tout seul, le dessin. T'as pas beaucoup de matos, t'as pas besoin d'équipe. Tu peux vraiment faire ce que tu veux tout seul. C'est vrai. Bon, écoute, j'espère, on suivra. J'espère que un jour tu partiras en expé. Ah ouais, je compte là-dessus, ouais. C'est clair. On arrive à la fin du podcast. Donc, avant le teasing de la prochaine BD qui vient de sortir, qui parle de Darwin, dans les pantoufles de Darwin, c'est ça, on en parle à la toute fin. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à des gens qui aimeraient faire comme toi, sachant que tu as déjà un peu esquissé un conseil pendant qu'on parlait? Ouais. Du coup, en premier, je sais que souvent on dit l'inverse, mais moi personnellement, c'est partir perdante, c'est vraiment un truc qui m'aide. C'est partir perdante en se disant que si on rate, c'est pas grave. Plutôt que se dire que ça va marcher, parce qu'en vrai, à se répéter tout le temps, ça va marcher, en vrai, t'es en train de te rappeler à toi-même que t'y crois pas vraiment, déjà, au fond. Et puis, si ça marche pas, t'es vraiment super deg. Moi, je pars du principe que ça va louper, mais que c'est pas grave si ça rate, parce qu'on fait un métier où on a des responsabilités, mais pas tant que ça. La vraie seule pression que je me mets, c'est sur la véracité info, mais notamment sur, je sais pas réussir à rendre un truc à temps ou quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Le client, ça le fait chier, hein, c'est clair. Oui. Si jamais je rends pas une planche à temps pour Science et Vie Junior, ils ont un trou, c'est très embêtant, mais donc il va arriver, il y aura personne va se faire virer à cause de nous. Il y a que nous en fait qui prenons vraiment des risques. Ils mettront une page de pub à la place, genre. C'est un cas où, voilà. Donc moi, je trouve que personnellement, partir perdante, ça me permet de pas avoir trop la pression. D'accord. Ça me permet de tenter plein de trucs parce que du coup, on me propose un truc. Là, on m'a encore proposé un truc. J'ai jamais fait ça. À un moment, on m'a proposé de faire une couve de bouquin en 3 jours. J'ai jamais fait de couve de bouquin. En 3 jours, personne ne fait ça. Je fais oui, tout à fait, parfaitement. Et puis les gens autour, ils font ça va pas marcher. Je fais oui, sûrement pas. Et en fait, finalement, je le fais, j'y arrive. C'est pas la plus belle couve en vrai, elle est cool. En vrai, finalement, c'était vraiment pas mal. Finalement, c'est pas mal. Mais en vrai, le client il est super content. Donc finalement, ça marche. Mais je me serais pas lancée
si j'avais eu une préoccupation de et si ça rate quoi. Et je me suis pas lancée dedans en pensant que j'allais y arriver. D'accord. C'est vraiment sur un malentendu, ça peut marcher. Ok. Donc ça, c'est le 1. Ouais. En 2, ça c'est plus valable pour si tu veux écrire un bouquin, faire une BD, lancer un podcast ou quoi. Perso, ce qui m'a bien aidé pour faire ma BD des oubliés, c'est justement qu'en fait, je dois juste rendre un truc chaque mois. On m'a pas dit, écoute, ça m'a pris en fait 4 ans pour la BD, mais on m'a pas dit t'as 4 ans pour faire une BD. J'ai fait mes planches une par mois pour Junior, et à la fin on m'a dit, hey, on les rassemble, ça fait une BD. Donc, j'ai pas eu à me demander, genre, mais combien j'en fais, quel angle je prends, est-ce que je mets un fil rouge, d'attendre de savoir vraiment bien dessiner pour me lancer, tu vois. Je pense que c'est pas mal de se lancer sur, ok, bon, on prend un seul sujet, genre tu veux lancer un podcast, tu dis, ok, je voudrais tenter d'interroger telle personne, et ben je commence par faire ça, et ça me permettra de voir c'est quoi les problèmes et c'est quoi les trucs bien, et plus après je fais d'autres épisodes, et en fait à la fin ça va faire un podcast. Potentiellement il y a des trucs qui seront un peu hors sujet, peut-être que tout sera pas super, mais au moins t'as fait un truc. Que si t'essayes de penser trop loin, finalement des fois tu fais jamais rien. Tu passes tellement de temps à t'imaginer de où ça va, comment je termine, c'est quoi le profil de mes invités pour être sûr qu'ils aient tous un profil qui a des rapports. Non. Genre, non, c'est bien de réfléchir un peu parce que parfois avec le podcast, c'est le problème, c'est que au début ça part bien et après effectivement les épisodes d'après ils n'ont plus rien à voir et là c'est un peu dommage. C'est bien de réfléchir un peu, mais tu sais jamais où les choses vont emmener. Surtout si c'est vraiment le premier de ta vie. Genre, voilà, mais si c'est vraiment la première fois que tu fais un épisode, bah de toute façon tu vas devoir apprendre. De toute façon ce truc il sortira jamais professionnellement parce que tu vas mal enregistrer et qu'il y aura des bugs. Donc si c'est vraiment le premier truc de ton existence et que t'as jamais enregistré le moindre truc. Bon, bah, faut pas trop attendre parce que de toute façon, au pire, c'est semi-mauvais. Et puis... Ouais. De toute façon, moi, j'appelle ça c'est, en anglais, on dit le first pancake, la première crêpe. Oui. Tu sais, on dit ça pour les premiers enfants dans la famille aussi, pour les aînés. On dit, toi, t'es le first pancake, tu sais, t'es un peu raté. T'es un peu raté, mais c'est pas grave, tu vois, t'es bon, t'as un bon goût, mais tu ressembles à rien. T'as servi à perfectionner les autres. Ouais, non, mais tu vois, enfin, moi, je vois les podcasts, le tout premier Sous la blouse que j'ai sorti, j'enregistrais pas du tout la même façon. Je vois comment je rebondissais, comment je parlais, c'est pas la même chose, mais il faut se lancer à un moment parce qu'effectivement, t'apprends en faisant et du coup, il y a des fois où tu peux pas avoir un niveau pro, tu peux pas tout imaginer dès le début, donc c'est bien de se lancer. Voilà, pas forcément attendre de tout faire parfaitement pour se lancer, donc ça, ce serait le 2e. Et en 3e, c'est bien d'avoir des deadlines, justement pour pas être trop perfectionniste. Il y a des gens, j'ai pas cette tendance, mais il y a des gens qui ont cette tendance. Donc c'est bien d'avoir des deadlines de rendu, pour pas, parce que tout sera toujours mieux si tu passes plus de temps. Donc en vrai, les 3 conseils, ils sont assez cohérents entre eux, mais moi, je suis assez, effectivement... comme dans le joueur du grenier, comment il s'appelle, David Goodinoff, quoi. Un peu genre, c'est qu'un jeu, au pire ça va. Genre, si ça correspond à ce pourquoi t'es payé, tu vois. Genre, toujours rester rentable quand même. Et si ce que t'as produit, franchement, ça correspond à ce pourquoi t'es payé, en vrai, si le chercheur il est content, si tu penses que le lecteur ça va aller, c'est bon. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit l'œuvre de ta vie. Il faut savoir s'arrêter parce que sinon tu t'arrêtes jamais. Non, et puis pour être honnête, parfois moi je sais que je suis vachement plus dure avec moi-même que les gens le sont avec moi-même. Donc il y a des fois je suis là, ça c'est la merde, là j'aurais dû faire mieux, là j'aurais dû faire ça, j'ai buté sur ce mot, j'ai machin, et en fait les gens en face ils me disent ah c'est très bien, et je fais oui, moi souvent je suis là, donc c'est dégueulasse, mais ok, très bien, vous aimez. Mais en fait, c'est juste parfois on est vachement difficile avec soi-même. Et moi j'essaie de me rappeler ça, tu vois, de me dire parfois les attentes que toi tu as pour toi versus les attentes que les gens ont de toi, elles ont rien à voir. Donc en fait, toi tu vas rendre un truc en disant c'est pas le meilleur, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. J'ai réussi à mettre ça dans un podcast. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, et en fait pour les gens ils vont adorer parce que toi c'est juste que t'aurais voulu faire le truc le plus parfait de la terre, et en fait c'est bien, et ça suffit que ce soit bien parfois parce que les gens s'attendent à du bien, et parfois ton bien, juste bien, ça correspond à du super cool pour d'autres gens, quoi. Après des fois il y a des gens qui vivent mal, du coup, genre des gens qui eux trouvent que c'est pas si bien ce qu'ils ont fait et qui vivent mal les compliments. Ça arrive. Donc je trouve qu'il faut aussi essayer de bien le vivre pour soi-même des fois, parce que le côté c'est pas parfait, mais finalement tant pis, de toute façon j'étais pas assez bien payé, parce qu'il y a des gens qui sont très exigeants envers eux, qui trouvent ça pas génial, et en fait plus les gens vont leur dire mais genre c'est pas genre ce dessin il est vraiment génial, alors que lui il le trouve pas terrible, et des fois ils prennent assez mal les compliments dans ces cas-là. C'est pas mon cas, mais il y a des gens qui sont comme ça, ou justement c'est pas leur épisode préféré et tout le monde n'arrête pas de les complimenter dessus, et toi t'es un peu mais je trouve que c'est mon moins bon, enfin. Ouais, mais après chacun cherche tu vois, un truc différent. Moi je pars du principe que tant que ça plaît aux gens, c'est c'est ça.
C'est ça, c'est tant mieux. Et si tu veux faire des trucs pour toi, tu peux faire des trucs pour toi, machin, mais si le but c'est de plaire à des gens et de faire un truc efficace, il vaut mieux se fier à ce qu'ils racontent eux quand même. Oui, exactement. Eh bien écoute, on a raconté une tonne de choses. C'est parce que j'ai récupéré ma voix. J'ai été à faune pendant 3 jours, c'était l'angoisse. Et maintenant, j'ai récupéré ma voix. Je suis inarrêtable. Tu nous as raconté plein de trucs. J'adore ce podcast parce qu'en fait, on parle de plein de choses et je trouve que ça fait vraiment du bien de pas juste voir les résultats, tu vois, mais de voir comment tu les réfléchis, tu vois, parce que voir ta BD, c'est cool, mais savoir comment tu la réfléchis, comment t'as fait, qu'est-ce que t'aimes faire, comment t'aimes les réfléchir et tout. Moi, je trouve ça juste génial parce que ça apporte de la profondeur, en fait, quand tu lis la BD après. Mais en tout cas, merci d'avoir raconté tout ça. Je vais mettre tous les liens dont on a parlé en description. Et puis, maintenant, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu donc cette BD sur Darwin, Dans les pantoufles de Darwin. Ouais, Dans les pantoufles de Darwin, c'est ça. C'est une BD à 4 mains avec un collègue journaliste scientifique qui s'appelle Adrien Miqueux, qui lui est physicien, qui était et qui en ce moment est en train de terminer une thèse en histoire des sciences. Donc il est parti côté histoire des sciences et qui dessine aussi. Donc on s'est mis à faire à 4 mains une BD sur Darwin, un peu la face cachée de Darwin à partir de sa correspondance. Donc vous avez retrouvé beaucoup de correspondances ? Elle est entièrement accessible sur Cambridge en fait. Il y a le Darwin Correspondence Project qui a rassemblé et transcrit l'intégralité. Il y a 15 000 lettres reçues et envoyées, qui sont bien classifiées, qui sont réécrites parce que Darwin, son écriture à la main, vraiment il écrit comme une patate. Mais il le dit, il le sait. Il écrit très mal. En plus, il écrit en langage SMS, des fois on comprend rien, donc il ne conjugue pas ses verbes. Donc, qui est tout retranscrit et tu peux rechercher par mots-clés, qui a des super systèmes en fait. C'est vraiment super. Ah ouais. Et j'ai découvert ça parce que j'avais dû faire un article pour Science et Vie Junior sur le compte Instagram de Darwin. Et en fait, c'était un article à l'écrit et on avait imaginé parler de Darwin comme s'il avait un compte Insta. Et donc c'était sa bio. Et en recherchant ce truc-là, j'avais découvert le Darwin Correspondence Project de Cambridge. Et j'avais découvert surtout ce qui est souvent sous-estimé et qui reste dans le thème de pourquoi certains scientifiques réussissent et d'autres pas. Lui, ses potes, clairement, ça a vraiment été un gros moteur. Et j'ai découvert ça en faisant cet article-là, en fait. À quel point ses potes avaient joué un rôle monstrueux dans le fait qu'il ait été connu. Et à quel point il avait beaucoup de potes, vraiment. Mais de potes scientifiques ? Oui, scientifiques et non scientifiques. Hein. Il est globalement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui est très aimé. Et les amis qu'il a sont d'une loyauté absolue, vraiment. D'accord. Même ceux qui croient pas à sa théorie vont le défendre envers et contre tout. Donc il a des potes scientifiques, il y a du géologue, je sais plus, du naturaliste, il y a un peu de tout. Je les confonds tout le temps, je devrais pas, mais bon. C'est pas grave. Alors la BD s'appelle Dans les pantoufles de Darwin. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom ? Parce que on s'est intéressé volontairement à un truc auquel les gens s'intéressent pas. En fait, Darwin, quand il est jeune, il va faire son voyage à bord du Beagle, qui est le voyage autour du monde qu'il fait, où il va commencer à avoir les premières idées de sa théorie. C'est très spectaculaire, c'est-à-dire qu'il va voir des îles, tout ça. Souvent, les ouvrages qui sont faits sur Darwin, ça parle de ce voyage ou ça parle de ses bouquins. Et, sauf qu'après ce voyage-là, il va passer les, 50 années suivantes chez lui. Parce qu'en fait, il revient malade comme un chien et qu'il va rester malade comme un chien. Ce qui l'empêche de sortir de chez lui. Donc, il a un vrai handicap invisible comme ça, il est coincé chez lui. C'est là où les potes vont vraiment servir à quelque chose. Et on s'est intéressé à ça, la partie de... Parce que c'est là qu'il a créé sa théorie, c'est là où il a écrit ses bouquins, c'est là où il va faire des expériences chez lui. Et en fait, tout son taf, même si, bien sûr, c'est fondateur le voyage, mais tout son taf se fait chez lui. Et on a voulu parler de ça, des aspects méconnus, et très marrants, et très proche de nous. Genre, il a des journées de merde. Il y a des jours, il est là, genre, ah non, mais je dois écrire un bouquin sur les orchidées, mais aujourd'hui, ça me fait chier plus que tout, je suis en mode débile, j'arrive à rien, et je suis de mauvais poil, quoi. Enfin, il écrit ça dans son... Il écrit tous les jours à tous ses potes. Donc, c'est vraiment comme si on avait trouvé son téléphone avec ses SNS, quoi. Ou des trucs très bizarres. Genre, il a vu des mecs souffler dans des pigeons dans le cadre de son travail. Dans quelle partie du pigeon ? C'est comme ça que c'est formulé. Il faut lire Dans les pantoufles de Darwin pour savoir par quel trou il souffle dans le pigeon et pour quelle raison. Mais en fait, ça a complètement à voir avec son boulot. Oh mon Dieu, ok. Il s'est infiltré chez les colombophiles. Colombophiles qui sont des amateurs de pigeons, pas du tout des gens, enfin c'est des gens chelous aussi, mais il va vraiment s'infiltrer chez eux et il va faire des commentaires un peu sociologiques aussi sur comment sont les colombophiles pour des raisons de boulot. Et ça va se retrouver dans son bouquin après, pour des raisons de sélection naturelle, tout ça. Tu me teases trop, ne spoil pas. Ah non, mais j'ai d'autres un peu en teasing. Vas-y. Un jour, il a un fan qui lui a envoyé ses propres poils.
Ah ouais. Ouais. Et qui a commencé à lui décrire tous les poils de son corps, de haut jusqu'en bas. Et ça avait rapport avec le boulot, et c'était du courrier des lecteurs. En fait, il a vraiment eu un courrier des lecteurs bizarre après la sortie de ses livres. Ouais. Que l'origine des espèces ou Descent of Man, quoi. C'est que les gens, ils ont des avis. En fait, comme il expérimente aussi beaucoup sur des animaux que les gens connaissent, donc les pigeons, les vers de terre, ce genre de trucs, il a des avis là-dessus. Les gens ont des avis. Donc, s'il parle de la couleur des poils humains, les gens, ils ont des choses à dire. Ah, c'est bon, ça. C'était un peu son fil Twitter. C'est ça, c'est exactement. Voilà. C'est plutôt Facebook, d'ailleurs, en termes d'ambiance. C'est plutôt commentaire Facebook, mais vraiment de gens qui, des fois, sont pas scientifiques. Donc, c'est hyper drôle. Un moment, là, c'est Adrien qui avait fait cette planche-là. Donc, du coup, on a fait les recherches à 2 et on a fait les dessins à 2 et le scénario à 2. Donc, c'est pratique. Et ça se picore. C'est que des petites anecdotes. En fait, c'est en gros une page, une lettre. Ou plusieurs lettres sur le même thème. Ok. Et je sais plus, il y a une meuf qui lui demande, elle dit voilà, je sais plus, ma poule, elle couvre des chatons, est-ce que c'est normal? Enfin, des trucs comme ça. Ok. C'est ce genre de questions. Donc, il a reçu des poils. Et l'autre truc, c'est sur sa santé, quand il est stressé, il vomit. Ah. En général, ça, c'est le petit teasing. C'est quelqu'un de très anxieux et il a fait une classification de ses propres paix. Ah ouais. C'est tout. Il y a toujours un truc avec son boulot, entre sa vie privée et son boulot. Ça ne se... Il est magique. J'adore. Ok. Alors, il est méthodique. Il fait les choses bien. Ouais. Il fait les c'est choses un vrai scientifique, c'est-à-dire que c'est un vrai scientifique. Il classifie quoi. Il classifie. Et il prend des notes, toujours des notes. Il a une pile à lire qui est annotée, qui existe, qu'on possède, qu'on peut consulter. T'as la pile à lire de Darwin, son avis sur chaque bouquin. Il bouge les bouquins d'une pile à l'autre. Il les indexe. Et surtout, il indexe beaucoup ce qui pourrait servir à le contredire. En fait, il dit, j'ai remarqué qu'on a un biais souvent, qui est qu'on a tendance à retenir que les choses qui vont dans notre sens. Du coup, moi, j'ai décidé, ce qui est très bon à savoir en esprit critique, en fait. C'est le biais de confirmation, hein, c'est ça. Et donc, en fait, lui, il le connaissait pas spécialement, mais il dit, je remarque qu'on retient que ce qui va dans notre sens, et donc moi, je vais prendre en note tout ce qui va pas dans mon sens. Comme ça, quand ma théorie sort, en gros, j'ai déjà eu toutes les critiques possibles, enfin, je les connais déjà, je sais déjà tous les arguments qu'on peut m'opposer. Moi-même, j'y ai pensé. Et donc, dans mon expérimentation, j'y ai pensé. En fait, j'ai fait en fonction des critiques possibles pour mener mon expérimentation, quoi. Et ce qui fait que, quand son bouquin est sorti, il n'a pas pris les critiques spécialement mal, parce qu'en fait, il savait déjà. Il savait. Voilà. Il savait déjà ce qu'on allait pouvoir lui opposer, il avait déjà ses réponses prêtes. Waouh, c'est vraiment passionnant tout ça sur Darwin. Je suis très très fan de ces anecdotes, vraiment. C'est des choses dont on entend très peu parler en fait, et j'ai vraiment hâte de découvrir ta BD qui va raconter tout ça. Merci de nous avoir teasé autant, de nous avoir fait un petit teaser sur la BD à la fin de cet épisode et nous avoir raconté autant de choses sur ton parcours. J'espère que vous ne regretterez pas d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast et que vous avez dévoré avec plaisir toutes ces anecdotes comme moi. Bien sûr, comme je le dis tout au long de l'épisode, je mets tous les liens en description. Vous allez pouvoir trouver les liens pour à la fois contacter Camille, voir son compte Instagram et aussi découvrir les BD dont on a parlé. Un grand merci à toi Camille de nous avoir raconté tout ça et puis à très très bientôt. Non, merci à toi, c'était un plaisir.